Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie, un podcast de la Société française de radiologie. Bienvenue dans Trajectoire au rayon X. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Fabrice Dédouy, radiologue et médecin légiste de renommée internationale. De son parcours universitaire entre Caen, Lille et Toulouse à son rôle en tant qu'expert en imagerie médico-légale à Lausanne et Genève, il a consacré sa carrière à décrypter les mystères des corps, qu'ils soient ceux des vivants ou des défunts. Son travail novateur dans l'autopsie virtuelle et l'anthropologie médico-légale, notamment à travers des projets fascinants comme le scanner des momies, fait de lui un pionnier de son domaine. Aujourd'hui, nous allons explorer son parcours et comprendre les choix et les moments décisifs qui ont façonné sa carrière. Bienvenue à tous, bienvenue Fabrice Dédouy. Bienvenue, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous pour cet épisode de Trajectoire au rayon X. En regardant votre parcours, on voit que vous avez commencé votre internat en radiologie au début des années 2000 et en médecine légale également. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à faire ce parcours et je dirais pour ce podcast très radiologique, à vous orienter vers la médecine légale ? Alors en fait, ce sont des rencontres. Parce qu'en fait, ma vie est faite de rencontres, que ce soit ma vie personnelle ou ma vie professionnelle. Donc en fait, effectivement, je m'orientais au départ vers la radio tout à fait classique, à Toulouse. Et puis, mon chef de service était le professeur Joffre, à l'époque, qui était très ami avec le chef de service de médecine légale, qui était Daniel Rouget. Et puis, en fait, ils sont tombés sur un article écrit par l'équipe de Michael Talley. Donc ça, c'est la Suisse, c'est Berne. Et en fait, c'était un des papiers les plus novateurs qui soient concernant ce qu'on appelle l'autopsie virtuelle ou enfin l'imagerie médico-légale, l'imagerie thanatologique en fait. Donc ça a été le début. Ils ont vu cet article et ils se sont dit, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Donc Francis Joff m'en a parlé, sachant que ça impliquait beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en termes de carrière, il fallait aller en médecine légale, c'est-à-dire faire de la radio, puis après basculer en médecine légale. Donc il m'a proposé, j'ai dit oui, et puis voilà, c'est parti comme ça. Vous parlez de rencontres. Ouais. Et de ce moment un peu décisif où vous finalement vous vous intéressez au sujet, mais il fallait quand même accrocher. C'est une discipline particulière. Est-ce qu'il y a des éléments ou un élément peut-être de votre parcours ou un élément clé qui vous fait dire je vais aller vers la médecine légale. Ensuite, on parlera de ce que vous en avez fait, mais est-ce que vous avez une intuition ou à ce moment-là, ou pas trop, vous dites c'est un truc qui se fait pas, c'est novateur Moi, j'ai tendance à faire confiance aux gens, en fait. Et par rapport à ces deux chefs de service, qui sont mes deux maîtres, un maître en radiologie, un maître en médecine légale, voyant le projet, le potentiel du projet, ça paraissait juste dingue. Donc je me suis dit oui, non, pourquoi pas vraiment. Après, ce que je dis à mes étudiants qui commencent la médecine légale, c'est que la médecine légale, vous pouvez pas vous forcer. C'est très particulier puisque vous êtes au contact en fait de tout le malheur du monde, que ce soit des victimes de violences qui sont vivantes ou que ce soit des cadavres. Donc ça vous renvoie beaucoup de choses que vous ne pouvez pas anticiper et vous ne pouvez pas savoir vraiment à l'avance si vous êtes prêt ou pas. C'est-à-dire que vous avez des internes qui commencent et qui pensent que ça va très très bien se passer. Puis en fait non, il y a une charge mentale par rapport au cas que vous voyez ou par rapport aux images, aux affaires qui font que vous ne pouvez pas tricher et vous ne pouvez pas vous forcer. C'est-à-dire que la mort vous renvoie plein de choses. Donc soit vous êtes en paix avec ça, soit en fait ça vous hante toutes les nuits, et là ça veut dire qu'il faut arrêter. Et
comme je dis aux étudiants, on ne va pas vous jeter des pierres. Hein. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème. On est bien conscient, même si nous, c'est notre routine, c'est notre travail hein, en médecine légale, on est bien conscient que c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est pas grave. L'étudiant peut faire une autre discipline, partir dans une autre discipline, et il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir conscience de ça. C'est-à-dire qu'il faut être bien dans sa tête, droit dans ses bottes, et puis ça se passe plutôt bien en règle générale. Souvent, c'est à la fin des épisodes de Trajectoire au rayon X qu'on demande aux invités si vous aviez un conseil. Donc ça y est, vous avez déjà dit si vous avez un conseil pour les plus jeunes, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas... on va vous reposer la question à la fin, je vous reposerai la question, mais oui. Il y a peut-être quelque chose pour on imagine, des jeunes radiologues qui nous écoutent, oui. Qui ne sont pas encore déterminés sur leur trajectoire. Oui. Peut-être décrire un peu, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en stage, ou en tout cas très peu, avec vraiment un peu votre casquette de radiologue. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est la virtopsie? Qu'est-ce que c'est que la radiologie médico-légale? Alors, par rapport à cette activité particulière, juste une petite aparté, notre service à Toulouse donc, a déménagé. Donc, on est dans un bâtiment qui est flambant neuf. Donc, on est passé d'un bâtiment complètement dégradé, suranné, à un bâtiment tout neuf. Et on a notre propre scanner. Donc, la médecine légale à Toulouse a son propre scanner. Donc ça change tout, notamment par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux internes en radiologie. C'est-à-dire que là, le semestre prochain, on va accueillir une interne de radiologie en stage en imagerie médico-légale. C'est fantastique. Donc ça, c'est génial, parce que c'est l'aboutissement, ça devient concret, ça devient palpable. Donc voilà. Alors l'activité en elle-même, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qui est compliqué, je pense, pour un radiologue clinicien, c'est de justement comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et ça, si ce radiologue n'a pas un minimum de background médico-légal, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que, comme je dis à chaque fois, quand on interprète les images de scanner post-mortem, le radiologue n'est pas médecin légiste, le médecin légiste n'est pas radiologue. Donc il va falloir travailler main dans la main. En fait, on est très peu en France et dans le monde à avoir les deux casquettes, hein, d'être radiologue et à la fois médecin légiste. Donc ça veut dire que si vous êtes radiologue, il va falloir aller un peu en médecine légale, rencontrer les médecins légistes, voir un peu qu'est-ce que c'est que le métier de médecin légiste. Et il va falloir échanger. Donc ça peut se faire localement. Ça peut se faire aussi, moi, par le biais moi j'ai un DU, j'ai un diplôme universitaire d'imagerie forensique. Alors forensique, c'est pas un gros mot en fait, hein, ça veut dire médico-légal. Donc forensique, les Belges et les Suisses utilisent beaucoup ce terme-là. Quand vous dites vous avez un DU, c'est-à-dire que vous dirigez un DU. Je l'ai créé, je le dirige depuis très longtemps. Et il est ouvert aux radiologues et aux médecins légistes. Et le but, en fait, ce que je dis à chaque fois, c'est que à la fin du DU, alors en plus, c'est un DU en plus, donc c'est des périodes de formation qui sont quand même relativement courtes. Hein. C'est pas une immersion en stage, mais si vous arrivez en tant que radiologue, à la fin vous ne serez pas médecin légiste. Si vous arrivez en tant que médecin légiste, à la fin vous ne serez pas radiologue. Simplement, vous avez les clés, quelques clés en fait, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut chercher. Et surtout, en fait, une personne toute seule ne va pas arriver à gérer, enfin tout gérer. Donc il faut échanger, il faut discuter et il faut trouver localement la bonne organisation et les bons interlocuteurs. Oui, donc c'est un travail d'équipe. Oui, c'est pas quelque chose qui est organisé. On arrive, on se met sur une chaise et puis on fait de la médecine forensique, de l'imagerie forensique. C'est un travail d'équipe. Pourquoi? Parce que justement, il faut que le radiologue comprenne comment ça fonctionne la médecine légale,
Enfin, c'est quoi une autopsie? Comment on fait une autopsie? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce qu'on regarde en fait quand on fait une autopsie? Enfin, voilà, donc ça c'est la base. Et moi j'exhorte vraiment, j'encourage les radiologues à venir voir des autopsies. Parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que le radiologue, pour le scanner, va fonctionner, va réfléchir sur des images en coupe. La base du diagnostic radiologique, c'est des bonnes vieilles images en 2D, avec une interprétation derrière, c'est-à-dire que radiologiquement, je sais à quoi ressemble un cœur, je sais à quoi ressemblent les coronaires, je sais où elles partent, où elles vont, ok. Et si je me retrouve avec le vrai cœur dans les mains, je suis perdu. Et c'est la même chose pour les médecins légistes, c'est-à-dire que des médecins légistes qui sont vraiment, qui ont une expérience pratique énorme, qui font le DU, ils sont complètement perdus au départ devant les images radiologiques. Et ils ont l'impression d'avoir tout oublié en fait, de revenir à l'école en disant mais le cœur, je sais ce que c'est un cœur. Enfin, je fais des autopsies tous les jours, les coronaires, je sais ce que c'est, je sais d'où elles partent, je connais leur trajet. Et là sur un scanner, eh ben j'y arrive pas en fait. Donc il y a toute une éducation à faire des uns et des autres. Et ça se fait aussi par le biais de la communication et d'un travail collaboratif. Voilà, le partage, la communication, c'est la base de tout. Et la communication, en fait, elle vous évite bien des problèmes, en fait. Que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro, c'est la base, il me semble. Ça, c'est bien vrai. Ouais. Mais en pratique, vous arrivez le matin, il y a, il y a le collègue en médecine légale qui appelle et qui dit « Allô Fabrice, ce matin, il faut que tu viennes parce qu'on a tel dossier. » Ouais. Alors, on a telle réquisition, ou ça marche comment en fait? Alors, en fait, on fait les scanners le matin. Après, moi, je les regarde. Et ensuite, je fais une interprétation. Enfin, je vais faire des images. En fait, une sélection d'images. Je fais des reconstructions qui sont dans un PowerPoint qui va être intégré au rapport du médecin légiste, en fait. Donc, ça va être une annexe au rapport. Et évidemment, s'il y a des choses fondamentales, je vais en salle d'autopsie et je le dis à mon collègue. Et on compare telle plaie avec l'aspect macroscopique. Tout à fait, on va regarder ce que ça. C'est un peu... les corrélations, en fait, c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui fait qu'on progresse. Et moi, je progresse encore tous les jours. Hein. C'est ça qui est absolument génial. C'est-à-dire que cette autopsie virtuelle, cette imagerie médico-légale, thanatologique, c'était une page vierge. En fait, il y a 20 ans, il n'y avait rien. En fait, il n'y avait rien, à la fois d'un point de vue scientifique et à la fois d'un point de vue pratique. Donc en fait, on part de très très loin. Quand on fait l'historique en fait de cette imagerie médico-légale, en fait, il y a une personne. Il y a plusieurs personnes qui sont au commencement de tout. Vous avez Jill Brogdon, qui est un radiopédiatre américain de Mobile, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, qui, par rapport à son activité de radiopédiatrie, s'est toujours intéressé à la médecine légale. Parce qu'évidemment, on sait qu'en radiopédiatrie, il y a des dossiers de maltraitance, par exemple, ce qui font que... Voilà. Donc il avait cette fibre-là, cet attachement-là. Et donc lui, il a écrit le premier bouquin, le premier ouvrage qui s'appelle Forensic Radiology. Donc le titre n'est pas très original, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc il a mis tout ce qu'il savait sur l'imagerie médico-légale. Il a contacté des collègues à lui. Et voilà. Et après, donc lui, quel a été son postulat, ou sa remarque? Il s'est dit, bon alors, j'ai fait le bouquin. Mais en fait, il y a un truc dingue, c'est que quand on voit comment la médecine et la chirurgie, donc la prise en charge des malades de façon globale, a été modifiée dans la vraie vie par l'imagerie en coupe, c'est-à-dire que maintenant, sauf extrême urgence, il n'y a plus un patient qui se fait opérer sans avoir eu un scan ou une IRM.
lui s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas ça en médecine légale? Pourquoi les cadavres ne pourraient pas être scannés? Donc ça, c'était l'idée de départ qui a été entendue en fait en Suisse par deux personnes, donc à Berne, Richard Dinorfer, qui était le patron de la médecine légale, et Peter Vogt, qui était le patron de la radiologie à Berne, en Suisse. Sachant que c'était deux personnes qui avaient une expérience monstrueuse. Richard Dinorfer, en fait, c'est un des fondateurs de la génétique médico-légale. Donc lui, l'ADN, dans les années 70, il a dit l'ADN, ça va changer la médecine légale, les gars. Vraiment. Et tout le monde s'est moqué de lui, l'a pris pour un fou. 30 ans plus tard, il dit la même chose, il dit l'imagerie médico-légale va changer la médecine légale. Donc ils ont mis en place, en fait, Richard Dinorfer et Peter Vogt. Donc Peter Vogt, en fait, pour le situer, c'est un des patrons de radiologie qui a participé à la mise au point du scanner. Donc avec un réseau de malades mentales, des connexions de malades mentales, ce qui fait que lui il a dit écoute, moi je te mets à disposition, on change le scanner là, moi je te file mon vieux scanner, on va s'arranger. Et donc en fait le projet d'imagerie médico-légale, donc d'autopsie virtuelle. Alors autopsie virtuelle, j'aime pas forcément trop ce terme. Déjà c'est un terme sur lequel il y a un copyright qui a été justement posé par les Suisses, ou imagerie médico-légale. Bon, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Donc c'est des rencontres en fait. C'est-à-dire que comme moi ça m'est arrivé, c'est le patron du service de médecine légale et le patron de radiologie qui se sont dit mais en fait on se connaît, on s'entend bien, on va pouvoir faire des trucs ensemble. Et donc ça a commencé comme ça, mais comment, enfin pour que les auditeurs se rendent compte, si je sais pas, dans la nuit il y a eu quelqu'un qui est retrouvé mort, il y a eu une rixe avec plaie par arme à feu, quelqu'un qui est en réa, et il y a un enfant qui est pas bien, le regard en coucher de soleil, hypertension intracrânienne. Est-ce que toutes ces situations-là amènent à des réquisitions ou des sollicitations? Enfin, en gros, c'est, on comprend, on a un peu l'image. Moi, je regardais NCIS, Abby. Et avec moi, pas du tout. Parce que globalement, c'est. Oui, non, mais on a cette image un peu du geek qui regarde et qui fait ses autopsies et c'est cette image-là qu'on a de la médecine légale finalement, avec le procureur qui passe, les réquisitions. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se faire l'image du radiologue légiste qui fait de l'imagerie médico-légale pour les morts, oui certes, mais aussi les vivants. Oui, bien sûr. Et je me rappelle de discuter avec des collègues après les attentats au Bataclan et qu'il y avait eu beaucoup d'imagerie. En fait, c'est vrai que moi, j'imaginais pas qu'en fait, tous ces gens qui étaient décédés, on savait exactement de quoi ils étaient décédés, mais que malgré tout, il y avait une autopsie, un scanner pour faire... pourquoi, justement? En fait, ça dépend. Alors, il y a plein de questions. Alors, il y a un point qui est très important, c'est que l'imagerie médico-légale, elle peut être clinique ou thanatologique. Ça, c'est un point hyper important. Donc thanatologique, c'est ce dont on a parlé, c'est le scanner chez les morts, ou les radios chez les morts. En fait, un des messages aussi, c'est que, je le dis très souvent, si vous ne pouvez pas faire de scanner, mais que vous pouvez faire des radios sur un cadavre, c'est pas grave, faites des radios. Ça pose aucun problème. Il faut qu'il y ait une documentation radiologique, quelle qu'elle soit. Donc si vous n'avez pas les moyens de faire des scanners, vous faites des radios, c'est pas grave. On voit plein de choses en radio. Enfin, en radio simple, ça pose pas de problème. Donc ça, c'est le premier point. Tout ce qui est imagerie médico-légale clinique. Qu'est-ce que c'est l'imagerie médico-légale clinique? En fait, donc ce sont des gens qui sont vivants, pour lequel le médecin légiste sur réquisition a pour mission, demande de les examiner. Donc il les examine, il regarde le dossier médical
Et parfois, dans le dossier médical, il y a un scanner, il y a des radios, voilà. Et on peut réinterpréter, c'est-à-dire que les gens qui sont passés, les victimes qui sont vivantes, qui sont passées aux urgences, ont été scannés, et on va réinterpréter ce scanner, qui, dans un premier temps, a été interprété par des radiologues cliniciens dans une optique de soins, donc de diagnostic et de thérapeutique. Et là, nous, en fait, on va le réinterpréter pour lui donner, en fait, un parfum médico-légal. Qu'est-ce que c'est, en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va réfléchir comme un médecin légiste. Et ça veut dire qu'on va réfléchir de façon absolument pas physiologique pour un médecin. C'est-à-dire qu'on doute. Vous voyez, la médecine, elle est basée sur la confiance vis-à-vis du patient. En médecine légale, on a toujours le doute. Après, le doute fait aussi avancer la médecine. La médecine française, elle est basée sur le doute fécond. C'est-à-dire que vous vous posez des questions et vous avancez. C'est ça qui est bien. Et donc le doute, en médecine légale, ça veut dire qu'on va réfléchir en termes de compatibilité, en termes de spécificité. C'est-à-dire, est-ce que je peux rattacher les lésions que je constate là, d'un point de vue radiologique ou d'un point de vue macroscopique, à un contexte, à des données d'enquête. Donc en gros, est-ce qu'il y a intervention d'un tiers ou pas? Est-ce que c'est accidentel ou pas? Est-ce qu'il y a eu plusieurs coups? Voilà. Et d'un point de vue encore un peu plus médico-légal, ça peut être par exemple des profondeurs lésionnelles, des trajectoires lésionnelles, des choses comme ça. Donc c'est hyper enrichissant et surtout c'est hyper rentable parce que vous doutez bien que comme ces patients sont vivants, on ne peut pas les autopsier. Donc il manque des informations en termes de qu'est-ce qui se passe sous la peau. Voilà. Alors avec nos yeux, ça s'arrête à la peau et le scanner nous permet de savoir ce qui se passe en profondeur au niveau des organes et donc de faire déterminer des trajectoires, des profondeurs, des choses comme ça. Donc ça, c'est la médecine légale. C'est un mode de réflexion vraiment différent. Complètement différent. Et nous, dans les comptes rendus, on marque c'est pris un coup de barre de fer. Ouais. Et vous dites, rapporte peut-être, en fait finalement ce serait bizarre que ce soit une barre de fer et en plus c'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait fait. On n'en sait rien. Ouais. Et en fait, alors c'est aussi un des messages par rapport à mon DU, en fait c'est apprendre aussi la prudence. Ouais. Et je peux vous certifier que les radiologues qui font le DU, après, ça change leur façon, de voir les choses, et de rédiger leur compte-rendu. Même hors contexte médico-légal. Bien sûr. Tout est médico-légal. Mais dans leur pratique quotidienne, parce qu'en fait, c'est pareil, il faut comprendre les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que pour une personne qui s'est pris, par exemple, une balle, la balle est rentrée et ressortie. OK. Si vous commencez à dire, vous, en tant que radiologue, qui n'avez aucune base médico-légale, donc l'entrée est à droite, la sortie est à gauche, la personne décède, il y a une autopsie qui est faite, le médecin légiste dit non, en fait l'entrée est à droite, la sortie est à gauche. Alors on fait comment? On fait comment? Parce que le problème c'est qu'au niveau du dossier de ce défunt, de cette personne, le compte-rendu radiologique il y est. D'accord? Donc, et les magistrats ils ne savent pas qui a raison, c'est mis. Il faut aussi que les radiologues aient conscience que s'il y a des plaintes, pour une raison XY, une procédure, votre compte-rendu radiologique va être lu par 50 personnes et décortiqué. Vous imaginez pas en fait le devenir de ce que vous avez écrit, de votre compte-rendu en fait. Donc ça, faut aussi avoir conscience les mots, les écrits restent, c'est vrai. Et ça peut avoir un impact vraiment fondamental. Surtout que c'est tous les jours. Aux urgences, il y a tous les jours victime d'une rixe, après un coup de couteau. Oui. Et en gros, si on ne sait pas, alors moi je dis si vous ne savez pas, vous vous taisez. C'est du bon sens paysan. Si vous ne savez pas, vous vous taisez, ou sinon vous demandez à celui qui sait. Voilà.
C'est vraiment... En fait, il faut vous dire un truc. C'est que, par exemple, on va prendre les traumatismes balistiques, donc les décès par balle ou les blessures par balle. Même pour un médecin légiste, qui fait des autopsies tous les jours et qui voit des traumatismes balistiques, il en voit des wagonnets. Parfois, on ne sait pas ou on hésite à savoir si l'entrée est là ou la sortie est là. Donc, comment vous pouvez imaginer qu'un radiologue qui n'a aucune formation médico-légale puisse dire l'entrée est là, la sortie est là? Non. Il peut dire qu'il y a un trou sur tout le long. Alors, en fait, il faut être, dans ces cas-là, il faut être descriptif. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que, et puis moi, c'est ce que je dis aussi à mes collègues radiologues, c'est que ce qui est assez fou, et c'est très très vrai pour les gens qui font des rapports, des interprétations de scanners post-mortem, c'est-à-dire que, et puis c'est la vraie vie radiologique, vous allez faire un descriptif sémiologique de toutes les images, de tout ce que vous voyez, voilà, tout le monde est d'accord. On va tous décrire la même chose. Et puis, vient la discussion ou l'interprétation, et là, le wide, ça peut partir dans tous les sens, où il y en a un qui va dire, oui, donc donc ça c'est traumatique, ça peut s'intégrer dans le cadre d'une maltraitance, par exemple, ou un autre qui va dire, oui, c'est traumatique, mais c'est plutôt accidentel. Non, mais après, mais sur quels arguments vous basez? En fait, il faut et ça, c'est une question très... Je pense à une situation où on voit un enfant avec des lésions qui sont compatibles avec traumatisme non accidentel. Vous appelez le médecin qui est responsable du dossier. Mais il vaut mieux, c'est une question très pratique pour les auditeurs, on appelle le pédiatre en disant attention, cet enfant ne sort pas des urgences, il faut faire un signalement, etc. Il faut faire un signalement. Voilà, mais on marque, dans le compte-rendu, on marque hématome sous-dural bilatéral. On ne marque pas compatible avec un mécanisme de traumatisme non accidentel. Qui peut être évocateur. Après, il faut s'entourer de prudence. C'est-à-dire que soit vous êtes sûr de votre coup et de votre interprétation, soit vous restez descriptif en vous disant que vous n'avez que une part du dossier. Mais les gens pensent, je pense aussi, quand on est à la console, se protéger en mettant ça, en disant je l'ai évoqué, je l'ai même d'ailleurs marqué, j'ai signé. Oui, mais après vous avez fait quoi? Vous avez signalé ou pas? Parce qu'en fait, le gamin, si après il rentre et qu'il décède, ça va être un peu compliqué. C'est-à-dire que le plus important, c'est de noter médecin averti de la gravité des lésions. Et puis, en fait, c'est ça. En fait, c'est toujours ce que je disais au départ, c'est la communication. En fait, la communication, c'est la base de tout, quoi. Si vous communiquez pas, vous êtes mort. Il faut donc et si vous savez pas, en fait, franchement, la médecine légale aussi et l'imagerie médico-légale, c'est toujours des grandes leçons d'humilité. Oui. Et je crois qu'il y a peut-être aussi beaucoup de radiologues qui devraient aussi penser à ça, c'est que mais il y a des choses on ne sait pas. Donc si on ne sait pas, soit on dit qu'on ne sait pas. Enfin, moi, vous voyez, je suis expert près de la cour d'appel de Toulouse, donc je suis expert judiciaire. Donc on va à des assises très régulièrement. Donc ça n'a rien à voir avec la radiologie. Moi, j'y vais pour des autopsies, pour des agressions sexuelles, pour des violences. Donc c'est du tribunal judiciaire, c'est de la cour d'assises. Et c'est là que vous comprenez, allez à des assises, allez voir. Si ce n'est pas huis clos, vous pouvez y aller. Allez voir pourquoi je vous parle de ce mode de réflexion qu'a le médecin légiste en termes de compatibilité, de spécificité. Parce qu'en fait, il faut argumenter les choses. C'est-à-dire, les avocats, le président va dire, mais pourquoi vous avez dit ça? Oui, il y a un lien que nous, on fait en médecine que ne font pas les juristes. Oui. Il y a une cause, en effet. Pour nous, il y a un chemin direct. Ouais. Coup de barre de fer, hématome extradural. Pourquoi argumenter? Donc, en fait, il faut être capable d'argumenter. Donc c'est une gymnastique, en fait, intellectuelle. Et par contre, aussi, il faut dire, si vous ne savez pas, ou si c'est pas possible de répondre à la question, parce qu'il y a ça aussi. Dites, moi, j'ai pas les éléments scientifiques pour dire si c'est ça ou si c'est ça. Et personne n'a les arguments scientifiques pour le dire. Donc il faut savoir le dire.
Donc il faut savoir aussi se mettre en retrait et dire, non, ça, je suis désolé, on ne peut pas répondre à cette question. Voilà. Alors après, quel est le danger de ça? C'est qu'en fait, vous avez des personnes qui sont très très intelligentes et qui sont très très fortes et qui pensent tout savoir et qui vont dire moi je sais. Et ça c'est une catastrophe. Parce que les magistrats, les juristes, ils n'ont pas les connaissances médicales pour pouvoir juger de la véracité ou de la crédibilité de ce que disent ces personnes. Et ça c'est dans le domaine expertal, c'est très dangereux parce que en fait, vous allez passer pour quelqu'un qui sait rien, alors que cette personne va dire moi je sais c'est ça, alors qu'en fait ça repose sur rien. C'est là où justement votre expertise mixte de radiologue et de médecin légiste permet peut-être pas de conclure, mais en tout cas de déplacer le curseur vers un peu plus de certitude et d'expertise. Ça permet d'avancer et aussi bien pour la clinique. Parce qu'en fait, je reviens là-dessus, mais cette imagerie médico-légale clinique, quand vous re-regardez les dossiers radiologiques qui ont été faits aux urgences, parfois, vous avez la clé, en fait. Oui. Vous avez la clé de l'affaire. C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que le médecin légiste, je vais vous raconter une histoire. Alors, c'est un monsieur qui est retrouvé inconscient dans un fossé, qui a une fracture achillienne, cervicale, qui est interprétée au départ par les neuroradiologues comme étant une fracture de chance. C'est un type de fracture cervicale. Oui, voilà. Oui. Puis au niveau cervical, c'est pas très fréquent. Mon collègue médecin légiste va voir cette personne qui est vivante, voilà, mais qui est dans le coma. Donc en fait, la question c'est: est-ce que cette personne qui a été retrouvée dans un fossé, elle s'est fait percuter par une voiture ou pas? Donc il y a une enquête. Donc il y a potentiellement un véhicule et un conducteur du véhicule qui peut-être a pris la fuite. Donc il y a peut-être un délit de fuite. Et donc mon collègue voit la personne. Alors après elle est dans le coma. Donc vous décrivez ce que vous voyez au niveau tegumentaire. Vous intégrez l'ensemble des éléments du dossier pour voir est-ce que vous avez des arguments pour dire est-ce que cette personne s'est faite par exemple casser la figure, d'accord, a été victime de violences volontaires. Est-ce que vous avez des arguments pour dire si cette personne s'est fait percuter par un véhicule. Enfin, on n'en sait rien. Ça part ça part dans tous les sens. Enfin, il y a plusieurs hypothèses de départ. Et alors après, est-ce qu'il y a possibilité de conclure ou pas? Et en fait, cette personne, en re-regardant le scanner, elle avait un état antérieur. Alors, médecin légiste, on parle d'état antérieur. Donc, c'est les antécédents, en fait. Un antécédent qui, a priori, n'était pas connu. En tout cas, qui n'était pas connu par les gendarmes. Rhumatologique. Il avait, en fait, ce qu'on appelle une maladie de Forestier. Et donc, moi, que j'ai vu sur le scanner. Et alors, qu'est-ce que ça change? En fait, ça change tout parce qu'en fait, cette pathologie... c'est l'ossification exactement. Ligament antérieur du rachis. Cette pathologie, et c'est décrit dans la littérature, fait que... Et donc, cette personne avait donc une énorme fracture au niveau de son rachis. Cette pathologie, c'est décrit dans la littérature. Si vous tombez juste de votre hauteur, vous pouvez avoir une fracture monstrueuse. Donc, sachant ça, on remet les choses un peu dans le contexte. Donc, cette personne a pu tomber toute seule, en fait. Tomber de sa hauteur et cette chute a pu générer ce traumatisme absolument monstrueux au niveau rachidien. Donc, c'est quand même un peu rassurant. Quand même. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas fait percuter par une voiture ou qu'il est... Mais au moins, vous avez un élément diagnostique qui est hyper fort pour dire c'est peut-être effectivement qu'il a été percuté par une voiture, mais maintenant, je peux vous dire que une chute de sa hauteur peut expliquer ce tableau. Et ça change tout, en fait. Et finalement? Finalement, c'était ça. En fait, c'est une personne qui est rentrée d'une fête de village, un peu alcoolisée, et puis qui s'est cassé la figure dans le fossé, et puis voilà.
Mais ça, quand la personne est dans le coma, on n'en sait rien, si vous voulez. Voilà. Donc, et cet état antérieur, cet antécédent n'était pas connu. C'est juste pour vous illustrer la force potentielle où, en fait, il y a des fois, alors des fois ça ne sert à rien, très clairement, mais des fois, c'est vraiment un game changer. Ça va changer et ça va tout changer. Et c'est l'information clé, elle est radiologique, elle est liée à ce scanner qui a été fait aux urgences. Oui. Là, on parle d'un dossier vraiment vous nous avez parlé d'un dossier vraiment du quotidien où l'imagerie médico-légale met la lumière sur des causes et des conséquences. C'est vrai qu'en médecine, on est friand de ça, de comprendre, diagnostic, comprendre ce qui s'est passé, le cheminement. Oui. On n'a pas encore parlé des momies. Oui. Et c'est un aspect, je pense, qui intéressera les auditeurs, parce que vous avez dit on teinte l'imagerie clinique de considération médico-légale. Oui. Et en fait, là, on éclaire l'histoire et finalement une histoire qui est toujours un peu mystérieuse. Oui. On parle des momies, mais j'imagine qu'il n'y a pas que les momies. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être justement le scanner des momies, mais peut-être aussi d'autres figures historiques Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un intérêt anthropologique à tout ça, le fait de documenter, du point de vue radiologique, donc soit des radios simples, soit du scanner, de documenter ces restes osseux, donc soit c'est un squelette, soit il reste des tissus, ça va être une momie. On le fait en médecine légale, d'accord ? C'est-à-dire hors contexte archéo-anthropologique, toutes les semaines, très régulièrement, on va scanner des momies qui sont des momies médico-légales. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont décédées depuis des semaines, des mois, des années, et qui sont découvertes. Là, voilà, à l'instant T, elles sont découvertes. Alors c'est terrible. Alors si vous voulez, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. C'est un reflet en fait de notre société, qui est quand même relativement individualiste. C'est-à-dire que tout le monde est hyper connecté, mais en fait votre voisin, si vous ne le voyez pas pendant 2 ans, ça ne va pas plus vous inquiéter que ça. C'est assez paradoxal. Donc il y a aussi une chose qui est importante, c'est les prélèvements automatiques. C'est-à-dire, on imagine, vous êtes retraité, vous avez des prélèvements automatiques, votre retraite est versée, tout est payé automatiquement, vous mourrez. En fait, il y a des situations où on va s'apercevoir que vous êtes mort, qu'à partir du moment où, au niveau d'un débit, au niveau de votre compte bancaire, ça va bloquer. Et c'est là que quand tout va se mettre en route, on va dire, mais en fait, oui, et c'est là qu'on va vous découvrir mort chez vous. Ça fait 3 recommandés qu'on vous envoie quand même. Non, mais en fait, c'est ça la vie. Dans une grande ville, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes dans un immeuble, vous êtes mort depuis des années, personne s'en est, ou des mois, ou des semaines, personne ne s'en est rendu compte. Donc, on est confronté, par le biais de notre travail de médecin légiste, à des individus qui sont momifiés. Donc c'est un processus de momification naturelle, c'est-à-dire qu'il y a des conditions extérieures. Donc vous êtes chez vous, c'est l'hiver, vous mourrez dans votre appartement, il y a le chauffage, les fenêtres sont fermées, donc vous allez vous putréfier, mais ce phénomène de putréfaction va être très limité et vous allez vous dessécher. Voilà, donc vos tissus vont se dessécher petit à petit. Les fenêtres sont fermées, ce qui fait qu'il n'y a pas de mouche qui va arriver, qui va pondre. Donc vous n'allez pas être mangé par les asticots, parce qu'il y a aussi ce paramètre-là. Donc voilà. Bon. Donc une momie, on en a très très fréquemment. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que ça nous sert aussi pour l'interprétation des momies qu'on peut voir dans un contexte archéo-anthropologique. Ouais, parce qu'en fait, c'est aussi une page blanche. Je vous parlais de page blanche tout à l'heure. Il n'y a pas grand-chose là-dessus, en fait. Et puis, c'est beaucoup basé sur l'expérience. Voilà, la radiologie, elle est basée là-dessus. Plus vous voyez de cas, plus vous devenez bon, entre guillemets. Alors, plus vous devenez bon,
s'il y a quelqu'un aussi qui vous corrige. Parce que vous pouvez avoir l'impression d'être très bon et en fait vous racontez n'importe quoi. C'est bon. Et donc ces momies médico-légales nous apprennent aussi des aspects par rapport aux momies archéologiques qu'on va voir. Donc je vous parle de momies naturelles parce que on peut être amené à voir des momies naturelles et des momies artificielles, à étudier des momies naturelles ou des momies artificielles. Les momies artificielles, on est plus dans un cadre donc, que tout le grand public connaît, c'est les Égyptiens, où en fait vous êtes mort et on va vous ouvrir le crâne. Enfin, alors il y a plusieurs façons de faire. Soit on vous ouvre le crâne, soit en fait il y a un procédé d'excérébration en fait avec un crochet, on passe par le plancher de l'ethmoïde. Avec un roseau, on va faire une espèce de purée de votre cerveau. Bon, c'est pas très ragoûtant, mais ça se passait comme ça. Et ensuite, votre cerveau va se vider. Okay. Au niveau thoraco-abdominopelvien, on vous ouvre, on retire tout et on va préparer tous les organes qu'on va ensuite réintégrer. Ça, c'est le procédé égyptien. Donc ça, c'est les momies artificielles. Donc ça, c'est intéressant quand vous étudiez les momies égyptiennes ou d'autres types de momies artificielles. Mais en fait, il y a beaucoup aussi de momies naturelles. On peut être amené aussi à étudier des momies naturelles. Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs momies françaises. Donc déjà, et bretonnes. Okay, donc une particularité par rapport à Rennes, où en fait il y a eu plusieurs aventures, et vous allez voir qu'en fait ces aventures, il y a des rencontres humaines en fait avant tout, et vous apprenez tous les jours. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est tellement vrai. Vous apprenez tous les jours. Vous apprenez des métiers, vous apprenez des spécialités. Vous n'imaginez pas en fait par rapport aux fouilles archéologiques qui sont faites, tous les corps de métier qui se greffent autour de ça. Ouais, parce que vous pouvez vous dire, mais en fait, c'est juste des os, enfin, c'est juste, il reste peut-être des cheveux, des dents, peut-être un petit morceau de tissu. Et c'est là que ça devient intéressant. Ah oui, il y a du tissu. Parfois, vous avez des éléments d'embaumement qui ont été utilisés. Donc à l'époque, comment est-ce qu'on faisait pour embaumer ? On utilisait des plantes, on utilisait des graines, et donc ça veut dire qu'il y a des spécialistes dont c'est le travail. Ils vont vous dire, ça c'est une graine de telle chose. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça peut vous donner une idée de quand est-ce que la personne est décédée, en termes de saisonnalité. Vous voyez ? Enfin, c'est fou. C'est un monde absolument. Donc il y a des spécialités, il y a des carpologues, donc vous avez des spécialistes des graines, vous avez des spécialistes du pollen. Enfin, en tant que radiologue au départ, oui, ou que médecin légiste, c'est un monde et c'est un monde qui est passionnant. Donc avec des aventures et des cas très particuliers comme on a eu là sur Rennes. Donc c'est Louise de Kengo de Tonquédec, en fait, qui a été découverte dans le cadre de travaux au Centre des Congrès de Rennes. Le Centre des Congrès de Rennes, ça a été un projet pendant des années où en fait vous aviez le préexistant. Et ils ont voulu donc de la vieille pierre et ils ont refait la vieille pierre avec du moderne. Donc en fait le Palais des Congrès est absolument magnifique. Et c'était su, si vous voulez, que il y avait 1000 tombes à fouiller. D'accord ? Donc ça a été fait par l'INRAP, c'est les archéologues. Ils savaient qu'il y avait 1000 tombes à fouiller avant de commencer les travaux d'architecture. Donc ils ont fouillé, ça a duré longtemps, et ils ont trouvé des choses particulières en fait sur le site. Ils ont trouvé 4 ou 5 sarcophages en plomb, donc des cercueils en plomb, et ils ont trouvé 5 ou 6 cardiotaphes. En fait, les cardiotaphes, c'est des petites urnes en forme de cœur en plomb. Okay.
Donc ils ont commencé à ouvrir les sarcophages où il y avait des os. Voilà. Donc pour les archéologues, les archéo-anthropologues, ça leur pose aucun problème. Et le dernier sarcophage qui a été sorti du site, c'est-à-dire que tout était fini, et en fait il y avait un sarcophage qui était sous un muret d'une chapelle, donc endroit compliqué d'accès. Donc ils se sont dit bon, celui-là on va le garder pour la fin. Ok. Et en fait il y a eu un accident de pelleteuse, c'est-à-dire que la pelleteuse qui devait sortir le cercueil l'a endommagé. Donc la cuve était plus étanche. Donc les archéologues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une caméra endoscopique pour voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, en fait, ils ont été surpris parce qu'en fait, à l'intérieur, il y avait quelqu'un. C'est-à-dire que c'était pas juste des os et des cheveux. C'est-à-dire qu'il y avait des habits et il y avait quelqu'un. Enfin, il y avait quelqu'un. Donc là, c'était la panique. C'est parce que c'est pas leur métier. C'est pas le cœur de leur métier, c'est les os, les dents. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché une équipe de médecins légistes éventuellement qui pouvaient les aider. Voilà. Et puis donc par les contacts, c'est arrivé à Toulouse. Voilà. Donc le corps, la cuve a été ouverte. Donc il y avait effectivement quelqu'un, d'accord, une femme avec une tenue de religieuse dominicaine. Ok. Donc l'histoire se passe au couvent des Jacobins. Je ne l'ai pas dit, mais donc le centre des congrès il est sur le site des Jacobins. Donc il y avait une dominicaine, ok. Donc une femme habillée en dominicaine. Bon. Et puis et c'est là que vous voyez que c'est un travail qui est vraiment collaboratif et multidisciplinaire. Il y a des archives, parce qu'après, c'est qui cette personne en fait? On ne sait pas qui c'est. Bon. On dit que ça doit être sûrement Louise de Kengo de Tonquédec, ok. Mais au départ, on ne savait pas. Ça, en fait, si vous voulez, quand on refait l'histoire a posteriori, tout est facile. Hein. C'est un peu comme dans la vie. Ah, oui, oui. Mais sur le coup, on ne sait rien et on avance les choses. Et donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé donc alors moi, j'ai avec les archéo-anthropologues, on a scanné Louise. Et puis je l'ai autopsié. Qu'est-ce qu'on a découvert? Alors on a découvert que au niveau du scanner, on a découvert tout un tas de choses. On a découvert que déjà elle n'avait plus de cœur. Elle avait été écœurée, mais au sens propre du terme. Voilà. On lui a enlevé son cœur. Parce que en fait c'est pareil. Si vous voulez, on a fait un scanner habillé et déshabillé. Donc moi j'imagine, je pense que tout le monde imagine, la déshabiller, ça va prendre 2 heures peut-être, ça a duré 1 jour. Le déshabillage a duré 1 jour parce que tout est documenté, des photos, des dessins, et voilà. C'est pareil parce que c'est pas notre métier en fait, on ne sait pas. Et le fait de travailler avec les archéologues, avec des spécialistes du textile, c'est génial. Donc déjà, ça a pris 1 jour pour la déshabiller. Bon, une fois qu'elle a été déshabillée, on l'a rescannée et on a vu, elle avait une énorme cicatrice, donc thoraco-abdominopelvienne. Donc on s'est dit, elle a peut-être été momifiée. Peut-être que c'est une momie artificielle, parce qu'en plus elle était très très bien préservée. Et alors en fait non, elle n'était pas du tout préparée. C'est juste, son cœur avait été retiré. Et alors après, on a trouvé plusieurs choses au scanner, notamment des calculs, donc probablement qu'elle est décédée de ça, mais des calculs énormes. Donc un empierrement pyélocaliciel monstrueux, avec, on suppose, toutes les conséquences en termes de douleur, en termes d'infection, parce qu'on est au XVIIe siècle, donc il n'y a pas de Doliprane, il n'y a pas d'antibiotiques, il faut remettre les choses dans le contexte. Donc elle est sûrement décédée de ça. Elle mangeait trop de canneberge ou... Je sais pas. Bon, en tout cas, et alors ce qui est assez génial, c'est que donc, quand j'ai fait l'autopsie, donc on savait que le sac péricardique était vide, et on a trouvé, et c'est quand même dingue, les liens, donc les ficelles qui étaient autour de l'aorte et du tronc de l'artère pulmonaire. C'est-à-dire que la personne qui a retiré le cœur de Louise,
savait ce qu'il faisait, Oui. il connaissait quand même l'anatomie, et il savait que s'il mettait pas ses liens, il y avait du sang, enfin, ça allait pas être propre. Donc ça, c'est quand même assez remarquable. C'est-à-dire pour la première fois, on avait, parce qu'il y a des textes, mais les textes, c'est les textes. Enfin, il n'y a pas d'image, ça manque de concret, quoi. Là, on voyait comment la personne avait fait pour retirer le cœur, quelle voie d'abord elle avait fait, voilà, et quelles précautions elle avait prises. Voilà. Et ce qui était intéressant aussi dans cette affaire, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a retrouvé des cardiotaphes. Ce que j'avais posé comme question. Alors, donc il y en a. Savoir où est le cœur. Alors, et donc il y avait un cardiotaphe qui était au-dessus du sarcophage de Louise. Et là, pour le coup, c'était identifié, c'était écrit en fait à qui appartenait le cœur. Et c'était en fait ce cœur appartenait au chevalier Toussaint de Bréfeillac, qui était le mari de Louise. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a ouvert le cardiotaphe. Donc, ce qui était, par contre, là, on était dans un cadre de préparation, de momification. Donc, petit sachet en tissu, des graines de partout. Donc, moi, un des souvenirs que j'ai, qui est quelque chose qui est absolument pas palpable, mais c'est l'odeur en salle d'autopsie. En fait, le fait de les toucher, ces graines, ça a réveillé leur odeur. De l'anis ou c'est un truc de fou. Et est-ce que le cœur de Louise était avec celui de Toussaint ? Non, donc c'était le cœur de Toussaint, qui n'était pas le plus intéressant, mais bon, on l'a quand même étudié. Et on a fait, on les a passés au scanner, on les a passés à l'IRM, donc on les a réhydratés. On a fait des coroscans de ces cœurs, et on a travaillé donc aussi avec des physiciens en IRM, parce que vous doutez bien que les premières séquences que vous faites, elles sont absolument horribles. Donc il faut trouver des gens qui comprennent ce qu'ils font quand ils modifient les paramètres de l'IRM. Donc les physiciens. Donc voilà. Donc encore une fois, collaboration. Et donc, pour faire simple, donc Louise était inhumée sans son cœur, avec le cœur de son mari au-dessus d'elle. D'accord. Et on suppose, alors on sait que Toussaint est inhumé en Bretagne, près de Carhaix, donc au centre de la Bretagne, dans un couvent qu'il a fait construire, pour lequel il a donné de l'argent. Donc on suppose que Toussaint est enterré, inhumé dans la chapelle du couvent, et que le cœur de Louise doit être pas loin, mais en fait on ne sait pas, puisque c'est pas possible de fouiller cette chapelle. Fantastique. Donc c'est une très belle histoire, mais quand je vous le raconte là, vous dites mais c'est génial comme histoire. Alors ça a beaucoup plu aux Américains, on a fait le tour du monde avec cette histoire, parce que c'est très romantique, hein, mais évidemment, ça le plaît cœur aussi aux Français, je pense. Ben oui, non, mais c'est très romantique. Mais ça c'est facile quand je vous le raconte, vous dire c'est super. Enfin, sauf qu'au départ on savait rien. Oui, on est parti de rien et pour arriver là. Et ça a été vraiment une aventure. Donc on a écrit, c'est pareil, on a rentabilisé d'un point de vue scientifique cette histoire. On a écrit des articles, on a écrit des bouquins, on a fait des communications. Et voilà, donc c'est ça c'est un tout qui est vraiment c'est fantastique et effectivement, ça résume. Enfin, c'est une bonne encapsulation de tout ce que vous faites et avez fait. Ouais. Malheureusement, on va pas pouvoir trop continuer cet échange parce que on est contraint par les horaires et par la durée de ces épisodes. C'était vraiment passionnant. Peut-être on a commencé par ça, on va finir à nouveau par ça. S'il y en a qui sont intéressés par votre activité ou par une trajectoire qui s'orienterait vers de la médecine légale, de l'anthropologie médico-légale, en un mot, comment ils font et vers qui se tourner, où sont les ressources? Alors, on peut voir les choses d'une façon déjà plus générale, c'est-à-dire si vous voulez faire quelque chose qui vous paraît un peu exotique ou un peu bizarre, en fait, n'ayez pas peur, d'accord ? Ayez confiance en vous,
croyez en vous et donnez-vous les moyens d'y arriver. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bosser, parce qu'il n'y a pas de secret, rencontrer les bonnes personnes, donc ne pas hésiter à aller voir les gens. Personne ne va manger personne. Il faut, encore une fois, c'est la communication. Moi, j'ai rencontré les gens dont je vous ai parlé au départ, Richard Dinhofer, Byron Gill Brogdon, Peter Vogt, Michael Talley, j'en ai pas parlé, mais en fait, je les ai connus et j'ai travaillé avec eux. Alors que je ne les connaissais qu'à travers, en fait, il ne faut pas hésiter à mettre un visage et à mettre une voix sur les noms des auteurs, des papiers scientifiques qui vous font kiffer, pour lesquels vous dites ce papier est génial, il faut aller rencontrer ces gens. En fait, je pense qu'ils ont plein de choses à vous dire, à vous raconter, et ça peut changer votre vie, en fait. Donc, faut croire en tout ça, c'est vraiment... voilà, on peut avoir des doutes, mais c'est pas grave. Et juste pour finir, il y a une phrase que j'adore et qui est très vraie, qui dit que en pratique, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans sa vie. Alors, réfléchissez à cette phrase, vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller vers des gens qui vous tirent vers le haut et que vous allez vous imprégner de toute cette bienveillance et tout ce qui fait qu'une personne peut vous pousser vers le haut. Et donc, il faut faire un tri dans sa vie par rapport à ça, personnel et professionnel. Et il faut s'encadrer de gens qui vous font du bien et qui vous, d'un point de vue scientifique, ont des projets et vous donnent envie d'avoir des projets et vous donnent envie d'avancer. Voilà, ça c'est le leitmotiv. Donc, on est la synthèse des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Merci beaucoup Fabrice Dedouis, venu de quelqu'un qui côtoie les pires choses de la vie et doit les prendre avec la plus grande humanité. Je pense que tous les auditeurs le prendront au pied de la lettre. Merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Merci et merci à tous les auditeurs de suivre Trajectoire au rayon X. Merci. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.